Donc merci à tous d'avoir répondu présent pour cette conférence où je vais évoquer l'histoire de Marseille entre le XVIe et le XXe siècle. Donc c'est une conférence qui est assez importante, c'est une conférence qui va être très riche en iconographie. Comme d'habitude, je vais ponctuer mon discours d'images anciennes, d'images d'archives empruntées à différentes collections publiques, comme les archives municipales, les archives départementales, mais également à des collectionneurs privés, dont la collection que je cite toujours parce que c'est une mine d'or pour l'association Une Histoire de Marseille, que je représente aujourd'hui. C'est la collection de Thierry Masson, qui est quelque part dans la salle, et que je remercie, puisque vous allez voir quelques pépites de sa collection qu'il a partagées avec nous et qui sont assez rares. Alors, parler de l'histoire de Marseille en 5 siècles, c'est quand même un travail monumental. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je pourrais en dire beaucoup et qu'en gros, après-demain, on y est encore. Donc, ce n'est pas le but. Là, on est parti sur 1 heure d'intervention, peut-être 1h15, hein, on verra, en fonction si ça... Je vais essayer de me cantonner un peu à ça. Et l'idée, c'est de, après, vous laisser la parole, comme d'habitude, pour que vous puissiez poser des questions, apporter des compléments d'information. Et c'est ce qui fait la richesse de cet échange et de ces rencontres, en fait. Donc, placées sous l'égide de la Busine ce soir, et également de l'association Une Histoire de Marseille. Donc voilà, merci à la Busine de nous accueillir dans ce cadre magnifique. Alors, on va évoquer l'histoire de Marseille entre le XVIe et le XXe siècle. C'est une histoire très riche, c'est une histoire qui peut être prise sous différents angles. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'urbanisme, de patrimoine et de population. On ne va pas pouvoir en 1 heure aborder l'intégralité de ce qui s'est passé dans chaque siècle, au cours de cette conférence, mais je vais faire des focus sur les temps forts qui ont marqué les différents siècles. Donc on va avoir un déroulé chronologique en partant donc de l'état de Marseille au XVIIe et en allant donc jusqu'à la veille du XXIe siècle. L'idée, c'est vraiment, comme d'habitude, de comprendre comment Marseille s'est construite, comment elle est devenue la ville qu'elle est aujourd'hui, comment finalement cette cité qui a une architecture si disparate, en fait, s'est montée, s'est réalisée pour devenir la Marseille qu'on a aujourd'hui. Une ville qui donc, a une architecture très variée, mais également une population très variée, on va y revenir, et de comprendre comment finalement Marseille a ce visage aujourd'hui. Alors c'est une conférence d'histoire, j'insiste là-dessus, je ne suis pas architecte, je ne suis pas historienne de l'art, je ne suis pas urbaniste, donc je suis vraiment historienne, et donc je me suis servie de la ville et de son patrimoine comme d'une clé d'entrée pour évoquer la vie quotidienne des Marseillais et le paysage urbain en fait, qui les entourait. L'idée, c'est vraiment de reconstituer la vie des Marseillais entre ces différents siècles et à travers eux, l'histoire de leur environnement. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, on va commencer au XVIe siècle. Néanmoins, Marseille, c'est une ville qui est quand même ancienne. Donc, il est nécessaire, quand on évoque l'histoire de cette cité, de revenir un peu à ses origines, très brièvement. Donc, Marseille est une ville qui a été fondée sous l'Antiquité. Alors, selon les derniers travaux, notamment du journaliste Gabriel Chakra, elle aurait été fondée par des Phéniciens. Ça, c'est la dernière hypothèse. Néanmoins, ça reste une hypothèse à l'heure actuelle. Aujourd'hui, ce qui est convenu par les historiens, c'est qu'elle aurait été fondée par des Phocéens, donc des Grecs venus de Phocée, qui se trouvent en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie, qui seraient venus dans la calanque du Lacidon pour y fonder un comptoir de commerce. Le fait est que Marseille s'est construit sur une belle histoire d'amour, celle d'une rencontre entre un beau navigateur, Protis, et une jeune femme, Gyptis, dont le père était roi du territoire, régnait sur le territoire, donc les Ségobriges, et qui a choisi son époux au cours d'un banquet. C'était elle qui choisissait son mari, et elle a choisi, bien entendu, le bel étranger. Dans la dot de Gyptis se trouvait le territoire, la calanque du Lacidon, sur lequel a été fondée Marseille. Et donc, c'est à partir de là que Marseille a commencé à devenir une cité pérenne, et elle a aujourd'hui plus de 2600 ans. Alors, Marseille, aujourd'hui, c'est 24 000 hectares. Donc, c'est 16 arrondissements, une catégorisation administrative qui date de 1946, donc on le voit, qui est plutôt récente, puisque ça date donc de l'après-guerre. Auparavant, les adressages se faisaient en fonction du village, puisque vous savez que Marseille est une ville composée de 111 villages qui ont été intégrés au tissu urbain au fur et à mesure que la ville s'étendait, comme on va le voir. Donc, cette ville de 24 000 hectares, à l'origine, a été vraiment toute petite. Néanmoins, avant de vous parler de cette ville, de son ancrage territorial, j'aimerais vous dire 2 mots
de sa population. Alors juste, permettez-moi, parce qu'il fait très très chaud en fait sur scène, je vais tomber la veste, comme on dit à Marseille. Donc, cette population, 1645 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 861 000 habitants. Alors vous allez me dire, c'est monstrueux quand on regarde l'évolution de cette population. On est parti de 45 000, on est passé à 75 000. On voit qu'entre 1800 et 1900, la population a quasiment quadruplé. Donc tout ça, en fait, c'est une histoire aussi particulière, l'histoire de la population, qui s'explique par les flux de migrants qui sont venus s'installer dans la ville. À l'époque moderne, donc avant la Révolution française, d'abord des migrants, surtout originaires des régions limitrophes, puis d'Italie du Nord, et puis après, la sphère s'est agrandie à la fin du XVIIIe siècle. Quand j'ai travaillé sur les malades qui étaient hospitalisés à l'Hôtel-Dieu pour ma thèse, je me suis vite aperçue que les malades présents étaient originaires vraiment de toute l'Europe. Il y avait des Anglais, des Amstélodamois, des Espagnols, des Italiens, il y avait vraiment des Européens. Quand on sait que la population de l'Hôtel-Dieu était quand même assez représentative de la population locale, du coup, on se doute bien que c'était véritablement une ville qui était un creuset des cultures. On a eu énormément de populations étrangères qui sont venues s'installer et ça n'a pas cessé jusqu'à nos jours, puisqu'on a eu ensuite, au 19e, un très très gros flux d'Italiens. Donc on avait déjà des Italiens du Nord qui étaient présents à l'époque moderne, mais ce flux s'est accru notamment en raison des différentes famines qui ont sévi en Italie, mais également des besoins en main-d'œuvre locale, en main-d'œuvre dans les industries locales. Et donc, du coup, on a eu une population qui s'est vraiment démultipliée au début du XXe siècle. On estime qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, un Marseillais sur 5 était d'origine italienne. Donc, on était à peu près à 400 000 habitants. Donc, vous imaginez ce que ça fait, 1/5 de cette population d'origine italienne. C'est quand même énorme. Alors, on était un peu plus à la veille de la Seconde Guerre mondiale, autant pour moi. Et du coup, après ces vagues d'Italiens, on a eu des vagues d'Arméniens suite au génocide. Puis on a eu d'autres vagues originaires d'un peu partout dans le monde. Et surtout, dans les années 60, comme on le verra, la vague de rapatriés d'Algérie, les Français rapatriés d'Algérie, qui sont venus grossir les rangs de la population française. Tout ça explique que cette ville, elle n'a cessé de croître pour quelque part aussi répondre aux besoins en habitation, en logement de ses habitants. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On a construit, donc puisqu'on construisait, on pouvait attirer du monde. Au 19e, il y a eu un point, enfin à la fin du 19e, il y a eu un point de stagnation dans les constructions qui a fait qu'on a manqué de logements à Marseille, mais que la main-d'œuvre continue à arriver, les populations continuent à grossir. Et finalement, on est dans une ville qui a rattrapé, on va dire, son retard en logement au cours des dernières décennies du XXe siècle, mais qui, en attendant, a vu sa population continuer à grossir. Il faut savoir que dans les années 70, Marseille avait atteint le 1 million d'habitants. Puis ça a chuté après les crises portuaires et on est revenu à 861 000. Voilà. Je clôt la parenthèse sur la population, mais gardez en tête ces chiffres parce que c'est important pour comprendre l'histoire de Marseille, de comprendre qu'elle n'a cessé d'attirer de nouveaux venus et qu'elle n'a cessé de voir sa population croître et avec elle les besoins en logement. Alors, on entre dans le nerf de la guerre, donc le XVIIe siècle, enfin le XVIe en l'occurrence. Voilà Marseille à la fin du XVIe siècle. Marseille, c'est une toute petite ville de 67 hectares, donc on le voit, toute petite. Donc les Grecs se sont installés ici, au niveau de la pointe de l'Anse, donc la calanque du Lacidon qui est ici, et la ville s'est développée au Moyen-Âge, et puis pour atteindre donc, ce rempart-là, donc avec une ville de 67 hectares. C'est une ville qui est très très dense sur le plan de l'urbanisme, on va bien le voir sur cette gravure-là. Une ville qui est dotée de toutes petites rues, 4 à 5 mètres de large, un peu comme on le voit aujourd'hui dans le Panier. Une ville qui a peu d'espace libre, et finalement, une ville où il y a une concentration d'habitants assez importante. C'est une ville qui n'a pas de ségrégation sociale véritable, dans la mesure où elle est toute petite surtout, donc c'est compliqué d'avoir des quartiers réservés uniquement à une population, et puis surtout, a priori, ça ne semble pas être la volonté politique, puisqu'on a des concentrations d'hôtels particuliers, notamment autour de la place de l'Anche, mais on est surtout dans une ville où on va trouver un hôtel particulier,
à côté d'une maison d'habitation. Et le meilleur exemple, c'est celui de la maison diamantée. Donc là, vous la voyez aujourd'hui. Et là, telle qu'elle était au début du XXe siècle. Donc on voit cette photo qui date d'avant le dynamitage des quartiers du port par les nazis en 1943. On voit que c'était dans une toute petite rue étroite. Aujourd'hui, on est sur une grande esplanade. Et on voit donc qu'il y a des immeubles d'habitation qui sont nettement moins beaux que cette maison diamantée qui bénéficie d'une architecture assez fantastique. Donc elle porte son nom parce qu'en fait, les pierres de sa façade sont taillées en pointe de diamant. Il n'y a pas de diamant dedans. Mais à l'intérieur, c'est juste magnifique. Il y a des gypseries, des motifs en plâtre fleuris. C'est vraiment très, très beau. Et donc cette maison, qui a été construite vers 1610, c'est la maison d'un riche négociant. Et donc, elle se situe à côté d'immeubles d'habitation où on va trouver à chaque étage un appartement, avec dans chaque appartement une pièce unique, souvent, où on travaille, quand c'est de l'artisanat, où on vit, où vit toute la famille. Donc, vous voyez, il y a vraiment un mélange des populations. Autre exemple, alors là, pour le coup, on ne pouvait pas passer outre, puisque c'est la maison, l'hôtel de Cabre, qui date de 1535, qui, lui, a été bâti par l'échevin Louis de Cabre, et qui est donc la plus ancienne maison d'habitation de Marseille. Ce n'est pas le plus ancien immeuble, enfin pas le plus ancien monument de Marseille, mais c'est la plus ancienne maison d'habitation. Donc elle se situe rue Bonneterie. Marseille, donc c'est une petite ville qui vit du commerce, qui a de nombreux artisans, mais c'est une ville finalement qui est un peu pas recroquevillée sur elle-même, mais quand même qui est pas très encline à s'ouvrir vers le reste de la Méditerranée. Mais bon, c'est le mode de vie des Marseillais. Il y a quand même quelques maisons de commerce. On commerce notamment avec la Tunisie. On va chercher du corail sur les côtes d'Afrique du Nord, par exemple. Donc déjà, on a des commerces étrangers, enfin des négociants qui sont à Marseille, mais c'est pas une forte puissance dans la ville. Tout va changer au XVIIe siècle. Louis XIV arrive dans la ville et décide de faire de Marseille un grand port de commerce. Pour cela, il va la doter d'un édit de franchise, c'est-à-dire que les marchandises qui arriveront depuis le Levant, donc le Levant c'est le Moyen-Orient, en gros, l'actuelle Turquie, Liban, Syrie, Israël, Égypte, et donc les marchandises qui viendront de cette partie du monde, comme les soieries par exemple, qui venaient de Chine via la route de la soie et qui arrivaient donc au Moyen-Orient, qui étaient ensuite prises par bateau pour être envoyées ailleurs. Donc ces marchandises, les épices aussi, elles seront affranchies de taxes. Et alors, pourquoi Louis XIV fait ça ? Louis XIV fait ça parce qu'il se dit, on va booster le commerce local et l'économie locale, et on va faire de Marseille un grand port de commerce. L'autre stratégie, c'est de se dire, on va également, en donnant cette non-taxation, donc finalement les marchandises, Marseille devient une zone franche en fait pour ces marchandises, ils comptent bien attirer les réseaux commerciaux européens et que ces grands réseaux commerciaux européens viennent s'installer dans la ville et y fonder des comptoirs de commerce. Et c'est ce qui va se passer. On va avoir des Italiens, on va avoir des Hollandais, des Anglais qui vont venir s'installer à Marseille, des Suisses également, avec une petite particularité. Marseille, c'est une ville très catholique. Or, tous les réseaux que je viens de vous citer ne le sont pas. Les réseaux italiens sont des réseaux juifs, les réseaux amstélo-damois, donc hollandais, britanniques, suisses, sont des réseaux protestants. Et ça, en France, si on se remet dans le contexte de l'époque, on est dans une période où il n'y a pas de tolérance vis-à-vis des religions, des autres religions. Donc c'est véritablement une nouveauté pour l'État de faire de Marseille une zone finalement multiculturelle où toutes les religions seront acceptées. Et c'est ce qui va se passer. Les commerçants étrangers vont venir s'installer à Marseille. Sauf que ça ne va pas du tout plaire aux commerçants locaux, qui étaient déjà installés, qui, eux, comptaient bien s'enrichir sur cette base de franchise, et qui voient arriver des négociants étrangers, et pas n'importe lesquels, ceux qui contrôlent finalement le marché européen, et en même temps le marché aussi d'Europe du Nord. Et donc, la Chambre de commerce de Marseille, qui est donc la plus ancienne chambre de commerce de France, elle a été fondée en 1599, cette chambre de commerce, ces députés, ne vont avoir de cesse, à partir de 1669 jusqu'en 1682, d'attaquer les commerçants étrangers en
sous couvert de religion, les accusant de tous les pires maux. C'est-à-dire ils vont les accuser d'aider les pirates, de les voler, enfin bref. Et quand ils vont être en désespoir d'arguments, parce que tout ça est faux, au final, ils ne les volent pas, là, les pirates sont informés, mais pas du tout par les négociants étrangers, et du coup, ils vont attaquer sur le motif religieux. Et c'est là qu'ils vont gagner. Ils vont arguer auprès de la cour de justice d'Aix-en-Provence, donc on est dans le périmètre de l'intendance de Provence, que Marseille est une ville très catholique et que seuls des catholiques ont le droit d'habiter dans la ville, et donc que l'édit du roi est hors la loi. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner. Les juifs, comme les protestants, vont être expulsés, spoliés, et jetés en fait à la rue. Ça ne va pas se faire sans heurts, c'est-à-dire que les familles qui étaient là, parce qu'il y avait des familles entières qui étaient là, vont être expulsées manu militari, on va leur confisquer leurs biens. Elles ne se laisseront pas faire, il y a des procédures qui vont être enclenchées pour récupérer les biens spoliés. Mais au-delà de ça, ce qui va se passer, c'est que les négociants marseillais vont se récupérer une sale réputation dans le bassin méditerranéen de voleurs, mais c'est ce qu'ils sont en fait. Donc au final, ça sera bien fait pour eux parce qu'ils s'enrichissaient. Le roi était très content de cet édit de franchise qui marchait énormément, et d'ailleurs c'est pendant longtemps pour ça qu'il a fait la sourde oreille aux récriminations des Marseillais, parce qu'il y avait énormément de devises qui rentraient dans les caisses du royaume. Et au final, donc ces Marseillais vont récupérer une sale réputation. Néanmoins, petit à petit, les choses vont se tasser, à la faveur donc, du fait que les négociants vont notamment retrouver une partie de leurs biens, et la ville de Marseille va devenir au XVIIIe siècle une ville qui va exploser sur le plan commercial. Ça va être véritablement l'âge d'or des négociants. Alors cette ville, pour accueillir ces négociants, donc si on remonte au niveau de l'édit de franchise du port, au-delà de cette non-taxation, il va y avoir plusieurs mesures qui vont être prises dans la ville. La première des mesures, c'est l'agrandissement de la cité à l'est et au sud de la vieille ville, donc en assuré la vieille ville et tout ce qui est non assuré, donc la nouvelle ville, avec la création de la paroisse Saint-Féréol, qui prend donc toute cette emprise-là. Ce nouveau quartier, ça va être un quartier, comme on va le voir sur ce plan, vraiment différent de la vieille ville. On a des rues plus larges, comme vous le voyez, plus aérées. Ça, c'est la politique médicale de l'époque qui veut qu'on doit laisser circuler l'air pour justement pouvoir éviter que les maladies n'attaquent les gens. Donc on laisse circuler l'air. Et d'ailleurs, c'est pour ça, entre parenthèses, que dans les constructions 18e, souvent il y a de très grandes fenêtres dans les hôpitaux, parce que justement c'est cette politique qui dit on aère, comme ça on chasse les miasmes. Et donc on applique ça à l'urbanisme, on aère les rues, on fait des plans orthogonaux, donc des trames urbaines bien droites, bien dessinées. On le voit, donc ici, on est au niveau du quartier de la rue Tubano et du cours Belzins qui est là, dont on va parler dans quelques instants. Juste, avant de vous parler du cours et des grands axes qui ont été créés au cours du XVIIe, donc à partir de l'agrandissement qui a commencé en 1660, deux mots de ce périmètre-là, qui est celui de la rue Paradis, de la rue Saint-Féréol et de la rue, tout début de la rue Breteuil. Ce périmètre-là, on va avoir de nombreux hôtels particuliers. Parce que l'idée de Louis XIV, c'est aussi de libérer du foncier pour que les riches négociants puissent construire des hôtels particuliers qui soient cohérents avec leur envie, en fait, leur envie en termes d'écuries, de communs, voilà. Et donc, ces riches négociants vont s'implanter dans ce quartier. Ils vont faire construire des maisons assez bourgeoises, dont on a des traces encore aujourd'hui. Donc c'est pas que des particuliers, c'est aussi des compagnies de commerce. Donc par exemple le musée Cantini aujourd'hui, qui a été offert par l'industriel Jules Cantini à la base, avait été construit par la compagnie du Cap Nègre qui trafiquait au sens noble avec l'Afrique à la fin du XVIIe siècle. On a l'hôtel Roux de Corse, l'actuel lycée Montgrand, qui lui avait été construit par la famille Roux de Corse, donc un hôtel particulier. Et le troisième exemple que je peux vous donner, qui est un peu plus modeste, mais qui néanmoins a une architecture assez magnifique, c'est à l'angle de la rue Grignan et de la rue Paradis. C'est l'hôtel Pascal, qui lui aussi existe toujours. Et pour repère, en fait, donc il se trouve rue Grignan, rue Paradis, et il y a une célèbre marque d'habillement au rez-de-chaussée, donc vous ne pouvez pas le louper. Alors, je vous disais, il y a des axes qui ont été créés dans ce plan. Il faut savoir que
on est au niveau, là ce que je vous ai entouré, c'est ce qu'on appelait le Grand Cours. C'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on repère sous le cours Saint-Louis, le cours Belzunce. Je vais vous expliquer. Ce quartier, ce nouveau quartier d'Europe, enfin de Marseille, pardon, qui se trouve ici, il a été réputé, et oui, accrochez-vous bien, comme le plus beau quartier baroque d'Europe. Cours Belzunce. Donc, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est un quartier, on ne va pas tourner autour du pot. C'est un quartier populaire, c'est un quartier multiculturel, c'est un quartier qui a été victime de nombreuses destructions. Néanmoins, il reste quand même une partie des merveilles qui ont été édifiées lorsque c'était encore le Grand Cours, de ce côté-ci. Et alors attention, voilà à quoi ressemblait le cours Belzunce à l'époque de sa construction. Donc c'est une photo qui est issue des archives municipales de Marseille, enfin une gravure, pardon. Donc on voit une architecture magnifique, de très beaux hôtels particuliers, dont certains existent encore, avec des pilastres, enfin avec des balcons en fer forgé. On avait un cours immense avec des fontaines, les fontaines à tête de méduse, qui sont aujourd'hui dans l'enceinte du café Borelli, mais qui à la base se trouvaient sur le Grand Cours, des fontaines en marbre assez jolies. Et parmi les hôtels particuliers, notamment, je vais vous en montrer un, mais juste une chose, donc je l'ai mis en légende, c'est devenu le cours Belzunce et le cours Saint-Louis. Donc à la base, c'était le grand cours de Marseille, comprenait le cours à carrosse, là où on venait se promener. Donc un cours, par définition, c'est un cours de promenade. C'est donc cours Liotto, cours de promenade, on le verra tout à l'heure, et cours Belzunce, cours de promenade, planté d'arbres, ombragé, véritablement un lieu où les plus aisés venaient se promener et où les Marseillais aussi venaient profiter de l'ombre l'été venu. C'est un quartier en fait où donc on a des hôtels particuliers tels que ceux-ci qui ont été édifiés. Donc celui-là, c'est l'hôtel Pesciolini, donc une famille d'origine italienne qui est venue s'implanter à Marseille. Et donc, comme je vous le disais, on a deux parties aujourd'hui. Belzunce, donc on a la Canebière dans le vieux port dans le dos. Sur notre gauche, on a le cours Belzunce et sur notre droite, on a le cours Saint-Louis. Donc cette scission, elle s'est faite au moment où la Canebière a été prolongée, je vous expliquerai tout à l'heure, au milieu du 19e siècle. Et donc, on a donné le nom de Belzunce en hommage à l'évêque Henri de Belzunce, qui était l'évêque de Marseille au cours de la Grande Peste de 1720. Et on a donné à l'autre partie le nom de Saint-Louis, en hommage à l'évêque de Toulouse, Saint-Louis d'Anjou, dont les reliques sont passées et sont restées un petit moment par Marseille. Voilà. Donc ce cours, il était réputé parmi les voyageurs qui passaient par Marseille, donc comprenez les gens aisés qui avaient les moyens de voyager, et d'écrire ensuite les récits de leur voyage, comme le plus beau cours d'Europe et le plus beau quartier baroque d'Europe. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez un peu de temps, à aller vous balader dans les rues adjacentes, notamment du côté de la rue du Baignoire, et vous verrez qu'il subsiste encore des hôtels particuliers de cette époque, donc de magnifiques demeures. L'autre axe qui a été fondé au moment de l'agrandissement, eh bien, c'est la Canebière. Cette Canebière, j'ai choisi de vous la montrer sur ce plan Google, qui est assez monumental, on va dire, et qui représente donc Marseille, alors quasiment, parce que c'est un peu coupé au nord, mais pour vous montrer à quel point elle est centrale, finalement, dans la ville. Et aujourd'hui, elle est véritablement centrale, parce que si on regarde le plan précédent, hop, on voit qu'à la base, la Canebière, elle était ici. Donc quand elle a été créée, la Canebière, c'était une toute petite place de 250 mètres de long, comme on le voit, qui était coincée entre l'Arsenal des Galères, qui venait d'être créé, et le Grand Cours. Cette Canebière, elle sera prolongée via l'élargissement de la rue de Noailles, qui se trouve ici, puis l'intégration des allées. Alors, l'élargissement des allées de la rue de Noailles, c'est milieu du 19e, et les allées de Meillan, qui, elles, ont été créées dans les années 1733, donc début 18e, et puis après qui ont été aménagées au cours du 18e, qui allaient donc jusqu'au réformé actuel. Et donc tout ça sera intégré à la Canebière en 1927, et donc depuis lors, on parle de Canebière, pour désigner cet axe de près d'1 kilomètre, donc qui s'étend du Vieux-Port au Réformé. Cette Canebière, elle a été pendant longtemps l'emblème commercial de Marseille. Alors, au début, c'était un lieu où, au XVIIIe, on vendait de la paille. Il y avait beaucoup de quartiers, de marchands, de fabricants de cartes qui se trouvaient aux alentours. C'était un endroit qui avait pris le nom de Canebière en référence aux chanvres, canebé en provençal. Et pourquoi ? Alors,
certains vous diront qu'il y avait des champs de chanvre sur le domaine et que du coup, on a donné le nom de chanvre en référence aux champs. Moi, ce que j'ai lu et qui me semble un peu plus proche de la réalité, c'est qu'il y avait des cordiers, donc fabricants de cordes, qui tissaient le chanvre, qui étaient sur site, et donc qui furent déménagés d'ailleurs au moment où on a créé la Canebière. Donc ils ont laissé leur emprise dans la toponymie, et ils sont allés se déplacer dans un autre quartier, où là encore ils ont marqué la toponymie, c'est le boulevard de la Corderie, qui porte ce nom parce que les cordiers s'y sont installés. Cette Canebière, il y a peu, elle est redevenue piétonne dans sa partie basse, à l'identique de ce qu'elle était finalement quand elle a été créée en 1660. La partie du port en moins. L'autre changement qui est impulsé par Louis XIV, c'est la création de ce qu'on appelle l'arsenal des galères, donc qui se trouve ici sur le plan. Cet arsenal, donc, il est destiné à entretenir, fabriquer et réparer les galères de la marine royale de Louis XIV. Donc c'est une véritable ville dans la ville, cet arsenal. On va le voir là sur ce tableau du musée d'histoire, où on voit, donc on a de très grands bâtiments qui prennent vraiment beaucoup de place. On a ici le pavillon de l'Arsenal, qui a d'ailleurs laissé son nom dans la toponymie locale, puisque la rue Pavillon s'appelle aujourd'hui ainsi, parce qu'elle conduisait au pavillon de l'Arsenal. Cet arsenal, alors voilà une autre gravure qui est issue des archives départementales. Il avait comme particularité, donc là on voit le pavillon de l'intendant des galères, donc celui qui dirigeait. Il avait comme particularité cet arsenal, donc déjà d'avoir réquisitionné ce qu'on appelait l'ancien plan Fourmiguier, c'était là où les Marseillais, les chantiers navals de Marseille, donc le roi qui est à l'origine de cette création préempte en fait les terrains pour y installer des bâtiments. Et là, on va créer un canal artificiel qui est celui-ci, qui est donc originellement des dards avec des darses, qui est destiné donc à amener les marchandises dans l'arsenal, sachant que il n'y avait pas de bâtiment dédié au bagne, puisque c'était on va dire des hommes qui travaillaient de force, c'était des prisonniers souvent politiques, des protestants, pour beaucoup qui ont été enfermés aux galères, qui ont été condamnés. Ils n'habitaient pas dans l'enceinte de l'arsenal, ils étaient encore plus maltraités, on les faisait dormir hiver comme été sur les galères, qui étaient amarrées dans le port. Donc cet arsenal, il a une très grande emprise, et cette emprise, elle marque encore aujourd'hui notre paysage actuel. Alors vous allez me dire, comment ? Très simplement. Ce canal, quand on détruit l'arsenal ferme en 1748. Il est déménagé à Toulon. On va ensuite percer un troisième bras. Donc on a le premier bras, place aux Huiles aujourd'hui. Deuxième bras, cours d'Estiendorf. Et le troisième bras, qui était juste un petit moignon et qui est prolongé jusqu'au port à la fin du XVIIIe, donc au niveau du cours Jean Ballard. Ce canal, c'est devenu le canal de la douane. Donc on va construire tout le quartier que vous avez aujourd'hui ici. Alors les immeubles, ils existent toujours si vous faites attention. A été construit en 2 ans, entre 1784 et 1786. Selon la DRAC, le seul bâtiment qui subsisterait de l'arsenal, c'est celui-là, c'est le bâtiment de la capitainerie. Et je mets ça entre parenthèses parce que selon l'historien André Zisberg, qui est le spécialiste de l'histoire des galères, tout aurait été détruit à la fin, quand la ville a récupéré le terrain et l'a revendu à des spéculateurs qui ont été chargés de reconstruire tout le quartier. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les bâtiments que vous voyez ici, les caves, tout ce qui va avec, ça date de la fin du XVIIIe et non pas de l'arsenal, comme on peut le voir de temps en temps sortir à droite à gauche. Donc vraiment, tout ça, ce sont des bâtiments fin XVIIIe. Ce canal, il va être comblé. Alors, il va être comblé en 1927, parce qu'il était accusé de nuisance. Il va être comblé, il va y avoir une grande place qui va être installée, et ensuite, cette grande place, en fait, elle va être laissée un peu à l'abandon, et finalement, on va y installer en 1967, ce que certains d'entre vous ont connu, le parking Shell, qui était un parking donc pour voitures, avec une station-service au rez-de-chaussée qui était gérée donc par la compagnie Shell. Ce parking, il sera démonté en 1987, et vous pouvez le retrouver aujourd'hui au niveau du terminus du métro La Rose, où il a été reconstruit. Et aujourd'hui, il a été modifié, mais en attendant, la structure, c'est bien celle-là. Depuis, donc, on a démonté le parking en 87, et on a laissé place nette, donc, en créant le cours d'Estiendorf. Donc là, la rue Breteuil est au fond, et là, j'ai pris cette photo au niveau de l'escalier du boulevard Notre-Dame.
Marseille, vous l'avez compris, c'est une ville qui s'étend, qui se développe déjà au XVIIe siècle. On a des nouvelles murailles qui enserrent la ville, donc qui se trouvent ici. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un morceau à ce niveau-là. Là, c'est le morceau de la rue des Lys, derrière le fameux chantier de la Corderie. Et donc, on a cette muraille en fait, qui enserre la ville, et donc finalement une ville qui va pousser hors des murs au cours du temps. Et cette ville, finalement, ces remparts, on va les détruire à partir de la Révolution parce qu'on va les accuser d'obstruer la communication entre la ville et ses faubourgs. Et du coup, on va les démolir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un petit morceau qui servait de mur de clôture à des religieux qui se trouvaient à cet endroit-là. Cette ville de Marseille, au XVIIIe, elle va pousser, elle va s'étendre par-delà les murailles de la ville. Et un des exemples que j'ai choisi de vous montrer, c'est celui de la rue de Rome. Donc la rue de Rome, elle relie donc, le Grand Cours, donc le Cours Saint-Louis aujourd'hui, à ce qu'on appelle la place de Rome des Remparts. Donc ici, on est au niveau de la préfecture. La préfecture est aujourd'hui à ce niveau-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 1774, elle va être prolongée, cette rue de Rome, sur les terrains d'un marquis qui fait don de ces terrains à la ville, le marquis de Castellane-Majastre, qui, bien malin, dit à la ville qu'il offre ses terrains pour ouvrir cette voie, mais ce n'est pas gratuit, parce qu'il garde la propriété des parcelles de part et d'autre de la voie. Ce qui va permettre, il n'est pas le seul propriétaire, il y a d'autres propriétaires, ils vont construire des immeubles, la route va être aménagée, et finalement on crée un nouveau quartier. Donc on amène des nouveaux habitants, on crée des immeubles de rapport, puisque la copropriété est un phénomène qui est relativement récent à l'échelle de l'histoire marseillaise, ça date du XXe siècle, du milieu de la deuxième partie du XXe siècle. Avant, un propriétaire, un immeuble. Et dedans, ce qu'on appelle, c'est un immeuble de rapport, donc avec des appartements à louer. Et donc on étend cette rue, et on crée à la fin une place circulaire, auquel on donne le nom de place Castellane, en hommage au marquis de Castellane-Majastre. Alors pourquoi je vous ai parlé de cette histoire foncière? Parce que, on va le voir, ça va très bien illustrer la politique libérale qui a sévi à Marseille. C'est-à-dire qu'avant le Second Empire, on a eu une politique de construction un peu anarchique de l'urbanisme, où des individus privés créaient des voies, ils lotissaient de chaque côté, ils donnaient à la ville la voie. Et c'est comme ça que Marseille s'est vraiment construit au début du XIXe siècle. Mais on y reviendra. Là, pour l'instant, la rue de Rome, je voulais vous la montrer, donc telle qu'elle était au moment du XIXe siècle, et finalement, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on voit des petits immeubles qui n'ont pas bougé, avec des commerces au pied, exactement finalement comme elle était. La place Castellane, alors là je vais aller vite parce que j'en ai déjà parlé lors du dernier Café Histoire dédié à l'eau. Donc elle est ornée d'un obélisque en 1811, qui est un hommage à l'Aiglon, le fils de Napoléon Ier. Cette fontaine, elle va être remplacée en 1911 par la fontaine Cantini, qui est offerte par le sculpteur Jules Cantini, et dont voici une carte postale qui date donc des années 60. Et l'obélisque, lui, sera transporté sur le rond-point de Mazargues, où il trône encore aujourd'hui. Il a perdu entre-temps son bassin, c'est plus une fontaine, c'est un petit jardin qui l'entoure. Le XVIIIe, c'est aussi un siècle où on va améliorer la ville. On va la doter d'immeubles de renom, d'immeubles qui vont être, on va dire, plus fonctionnels pour l'administration, qui vont venir répondre aux besoins en fait, de l'administration judiciaire, hospitalière, on va le voir. Alors là, j'ai choisi de vous montrer le pavillon d'Aviel, donc qui a été bâti entre 1743 et 1747. Donc on le voit là tel qu'il était au début du XXe siècle et aujourd'hui, qui était le tribunal de Marseille et qu'il est resté jusqu'en 1862, année où il a été déménagé sur le cours Pierre Puget, où il est encore aujourd'hui. On le verra tout à l'heure aussi. L'autre changement, c'est la création d'une entité architecturale dédiée à la santé, qui est la consigne sanitaire, enfin à la sécurité sanitaire, puisque les navires qui arrivaient à Marseille devaient envoyer leur capitaine faire état de l'état de santé de leur population à bord
donc auprès des autorités sanitaires du port, et donc on construit un premier bâtiment qui est ici, qui est construit en 1719. Enfin, on commence les travaux en 1719, n'était pas terminé au moment de la peste. On l'agrandit donc en 1804, en 1827. En 1789, on place ici une statue de Saint-Roch, qui est le saint protecteur de la peste. Et finalement, en 1862, on construit le deuxième bâtiment qu'on relie au premier par une grille qui existe toujours. Et donc tout cet ensemble date donc, pareil, du XVIIIe siècle, à part ce bâtiment-là qui est du XIXe. L'Hôtel-Dieu, qui est complètement reconstruit à partir de 1753. Ah oui, celui-là, j'aime bien le mettre, vous le savez, je ne mets pas toutes les sauces, mais bon, c'est difficile de passer outre. Ce corps central qui date de 1700, qui a été commencé en 1753 et qui a été achevé en 1786, et les ailes en retour qui ont été commencées à partir de 1862, qui ont été achevées en 1869, ainsi que la structure arrière du bâtiment. Pour l'anecdote, l'hôpital, qui lui datait de 1692, puis plus des bâtiments qui étaient antérieurs, se trouvait ici originellement, donc devant. Et puis en fait, il a été conservé quand on a bâti le corps central, de façon à garder une structure hospitalière ouverte pour les malades de la ville, puisque l'Hôtel-Dieu a été jusqu'au milieu du 19e la seule structure hospitalière généraliste de Marseille, jusqu'à ce que l'hôpital de la Conception ouvre. On ouvre aussi la Vieille Charité, qui est l'œuvre de Pierre Puget, donc qui était un hôpital général destiné à accueillir les pauvres et les errants, qu'on mettait au travail de force pour lutter contre l'oisiveté qui était génératrice, on va dire, de méfaits pour la société. Ce XVIIIe siècle, donc, il apporte beaucoup de nouveautés. La ville s'agrandit, et au XIXe, ça va continuer. Au XIXe, comme je vous le disais, il y a de nombreux axes qui vont pousser un peu partout. Donc, le premier, je ne vais pas tous vous les faire, mais les plus emblématiques, le cours Pierre Puget, qui est ouvert en 1800. Le deuxième, le boulevard Longchamp, qui est ouvert en 1832. Le boulevard Chave, en 1836, qui est une initiative privée des frères Chave, qui ont, avec leurs voisins, construit de toutes pièces le quartier, les Mérantiers, par exemple. Et peut-être la plus emblématique des rues de Marseille, qui a ouvert l'urbanisation des quartiers sud, l'avenue du Prado. Donc on a cette ville qui s'agrandit au début du 19e, comme je vous l'ai dit, de manière un peu libérale, même complètement libérale. Un exemple des axes de ce qui s'est passé en matière d'urbanisme au 19e qui est assez parlant, c'est le cas du cours Liotto. Donc ce cours Liotto, il a été ouvert en 1790 sur les terrains d'un dénommé Liotto. Quand vous verrez les noms des rues, maintenant posez-vous la question de à qui ça appartenait, si ce n'est pas le propriétaire qui a donné son nom à l'axe. Et vous avez souvent une chance sur deux pour que ça soit le cas. Cama, Blancarde, Timone, j'en passe, Joliette. Souvent, c'est des propriétés privées et des axes qui ont été ouverts. Donc, il a été créé, le cours Liotto, pour désengorger la rue de Rome, qui était le principal point de passage entre le sud et la vieille ville de Marseille. Donc on le voit, c'est un petit axe, il est assez court, il allait à peu près jusqu'au cours Salvatore. Donc, en 1862, on va décider de le prolonger, 1864, pardon, on va décider de le prolonger, de façon à le relier à la Canebière, qui se trouve là. Et pour ce faire, on va donc opérer une trouée, véritablement, dans la roche du cours Julien qui faisait obstacle au tracé. On est vraiment sur, donc en 1864 sur le percement d'une butte qui est raccord avec ce qui se passe un peu plus au sud de la ville, rue de la République, comme on va le voir tout à l'heure, donc avec des travaux monumentaux. Alors pourquoi on a creusé la butte ? Tout simplement parce que si on l'avait laissé, les chariots poussés par des chevaux n'auraient pas pu monter parce que le dénivelé était trop important. Et donc on crée le prolongement du cours Liotto et on le relie à la Canebière et finalement en ligne droite, quelque part avec la gare, via le boulevard d'Athènes. Ça avance plus ? Voilà. C'est celle d'avant. Donc voilà à quoi ressemble le cours Liotto, un cours planté d'arbres. Donc je vous l'ai dit, cours de promenade, on plante des arbres, le tramway passe au début du XXe siècle. Les deux ponts qui sont toujours existants, qui se trouvent au niveau de la rue d'Aubagne, sont en fait la marque du dénivelé
et donc l'escalier square de la rue Estelle, donc qui est au bout de ce pont-là. Si vous vous mettez en bas, vous verrez que ça monte énormément pour accéder au cours Julien. Ce cours Liotto, récemment, il a été complètement requalifié. Et en fait, la métropole a souhaité en refaire un cours de promenade, tel qu'il était en fait à l'origine, puisque pour l'anecdote, en 1955, le maire de la ville, Gaston Deffer, a décidé de faire du cours Liotto une pseudo-rocade, avec une 4 voies. Donc comme on le voit là, bon alors, si vous avez pratiqué la circulation automobile avant les travaux, vous savez que c'était une 4 voies qui était une 2 voies grâce à merci les gens en warning. Donc en fait, c'était vraiment en fait une 2 voies, mais avec des trottoirs de 18 mètres en fait, voilà. Et au final, du coup, ça a été requalifié par le cabinet d'architecte Engram. On a élargi les trottoirs, on a replanté des arbres, et finalement, on a apaisé ce cours de circulation, et on essaye de lui redonner, en fait, en gros, sa beauté originelle. Voilà à quoi ressemble Marseille. Donc, une fois que tous ces travaux ont été faits, pourquoi je vous ai montré cette carte? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va se passer au 19e, c'est qu'à force de pousser la ville, on va intégrer dans le tissu urbain des quartiers, donc par exemple Mempensi, le Kama, qui sont aussi des quartiers qui se créent sur les terres de riches propriétaires, hein, on est toujours dans cette logique-là. Et au final, on a aussi des noyaux villageois plus anciens, comme le Rouet, qui était un noyau qui était déjà existant au Moyen-Âge, qui, comme on pousse grâce à l'ouverture du Prado vers le sud, bah, du coup, on va englober le Rouet dans la ville. Et il va en être de même pour le quartier de Saint-Ginier, plus au sud. On pousse avec le Prado, le deuxième Prado, et on intègre Saint-Ginier. D'ailleurs, on coupe en deux Saint-Ginier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, Saint-Ginier, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le situer, parce que pour certains, c'est le côté en face du stade Vélodrome et qui descend jusqu'à derrière le parc Borély, et puis pour d'autres, c'est du côté de la rue Paradis. Ben, en fait, les deux, c'est Saint-Ginier. C'est juste que le village a été, enfin, la zone a été coupée en deux par le deuxième Prado. Au-delà des axes de circulation, il y a la nouveauté qui a permis aussi l'urbanisation de certaines zones, c'est l'arrivée de l'eau en abondance, grâce à la construction du canal de Marseille, qui a été chercher les eaux de la Durance pour les amener via des canalisations, enfin une grosse canalisation, en l'occurrence un gros canal, à Marseille. Et ce canal, donc 84 km de long, traversant à l'origine 23 communes, et donc on voit là un assez beau canal au niveau de Saint-Antoine dans les années 50. Donc il a été mis en service en 1854. Et au-delà de ça, il y avait des canalisations secondaires qui allaient un peu partout. On a de l'eau qui est arrivée aussi à certains endroits et qui donc a permis l'ouverture et l'urbanisation. C'est le cas dans le quartier Vauban, où donc les choses ont démarré à partir du milieu du XXe siècle. Vauban, c'était un quartier qui était rocheux, peu agréable parce qu'il n'y avait pas d'eau et c'était aride. Et grâce à la création d'un réservoir d'eau, on va donc donner la possibilité à des gens de venir vivre dans ce quartier-là, et c'est ce qui va se passer. Grâce à la création de ce réservoir et de canalisation, on a des habitants qui vont venir lotir le quartier, des immeubles qui vont se créer, et donc un quartier qui va véritablement se développer. C'est le cas aussi du quartier Bonneveine, mais pareil, là, j'y reviendrai pas. Si vous souhaitez en savoir plus, surtout sur l'eau et sur ses bienfaits, je vous renvoie au podcast qui est en ligne sur YouTube, sur la chaîne de l'association Une Histoire de Marseille. Alors, l'autre événement fondateur de Marseille, et on ne peut pas passer outre, parce qu'il a véritablement été le mot clé, au-delà de tout ce que je vous ai raconté sur l'urbanisation, l'aménagement du nouveau port de commerce, au cours du 19e, va être un facteur de transformation majeur pour la ville sur tous les plans. Économique, démographique, même culturel, puisque ça va générer de la richesse, et donc amener des artistes à proliférer à Marseille. Enfin, ça, c'est pas le bon terme. Disons à développer leur art dans la ville. Donc, au 19e, le port de Marseille est très vite saturé. Donc, après un moment de creux, après la Révolution, les choses reprennent avec la Restauration, 1815, le retour de la monarchie, les investisseurs ont confiance, et donc les maisons de négoce continuent à se développer. Sauf que très vite, le port est saturé par des bateaux qui arrivent du monde entier et la ville cherche une solution. Alors la première solution qui est trouvée, c'est l'ouverture à l'intérieur du bassin portuaire du bassin du carénage, donc qui est le chantier naval de Marseille, puisqu'avant les chantiers navals se trouvaient sur le port, et on leur crée une zone dédiée.
La solution, elle va véritablement être trouvée en 1853 avec l'ouverture du bassin de la Joliette au pied de la cathédrale de la Major. Alors, si vous regardez, c'est assez intéressant parce que pour la bonne et simple raison que quand ce plan a été réalisé en 1851, le port de la Joliette avait son armature de fête, mais il n'était pas du tout en usage, il le sera en 1853. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la cathédrale de la Major, elle était prévue, mais elle n'était pas construite puisque la première pierre sera posée en 1852. Après l'ouverture du port de la Joliette, des bassins portuaires vont être ouverts tout le long et vont entraîner avec eux l'urbanisation des zones périphériques, qui étaient des zones souvent des grandes propriétés au nord de la ville, des propriétés agricoles, des bastides. Donc une bastide, c'est originellement une maison de maître entourée de zones agricoles, où les plus aisés viennent se prélasser. Mais c'est également au 19e une maison qui deviendra, avec la mode des jardins à l'anglaise, véritablement des petits châteaux qui seront très très nombreux dans le nord de Marseille. Et donc, avec l'urbanisation des zones et la création du nouveau port, on crée également des docks et des entrepôts pour gérer les flux commerciaux. Et donc là, ce sont les docks de la Joliette qui ont été créés entre 1858 et 1864 pour donc, du coup, venir accueillir une partie des marchandises qui étaient drainées par le port. On va raccorder également le nouveau port à celui qu'on appelle désormais le vieux port. Donc le vieux port a gagné ce nom-là avec l'ouverture du port de la Joliette en 1853. Donc au début, quand on est sur le port, pour aller sur le vieux port qui continue à être une zone d'activité commerciale, on a encore des entrepôts. Ici, on est au niveau de l'île au Thiard. Vous vous rappelez le canal dont je vous ai parlé tout à l'heure, cours d'Estienne-d'Orve, il est là. Et ici, l'île au Thiard, qui a été bâtie donc fin 17e, début 19e. Cet îlot, en fait, il accueille essentiellement des entrepôts, enfin quasiment que des entrepôts. Pas d'appartements ou de commerce de gros comme on a aujourd'hui. On a quelques restaurants en pied d'immeuble avec des marchés aux coquillages. Ça, vous l'avez dû le voir sur le groupe Facebook il n'y a pas longtemps. Et en fait, on a donc des échanges qui se font entre le nouveau port et l'ancien port. Sauf que pour arriver d'une place à l'autre, on n'a pas 36 solutions. La première, c'est la voie maritime. Il y a un canal, on le verra tout à l'heure, qui passe ici, donc qui permet aux bateaux de passer d'un port à l'autre. Ensuite, on peut longer à pied le port, mais c'est très étroit, c'est très encombré, c'est compliqué. Donc la solution alternative, c'est de monter le boulevard de Dames, porte d'Aix, descendre la rue d'Aix, cours Belzins, descendre la Canebière et arriver sur le port. Donc vous voyez un peu le temps infini qui est perdu, surtout que c'est pas une nouveauté, c'était très embouteillé déjà à l'époque. Donc c'est un peu compliqué de circuler et c'est pour ça que les négociants vont réfléchir à une façon d'aménager cette zone. Et puis, il y a des spéculateurs qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont vouloir un nouvel axe pour accorder le vieux port et le nouveau, et qui vont quelque peu pousser Napoléon III à imposer par décret à la ville la création de la rue de la République. Donc, c'est par décret impérial qu'il a été décidé d'ouvrir cet axe de circulation, quelque part sous pression des aménageurs qui étaient en charge de l'aménagement des quartiers portuaires, des trames urbaines, qui ont vu ici une belle opportunité. Et pour cause, la rue de la République, ça a été un chantier monumental. Elle a été creusée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, entre 1862 et 1864. Pour l'ouvrir, on a creusé une tranchée dans la butte des Carmes, donc là aussi, qui existe toujours, qui faisait obstacle au tracé. On a carrément mis en place une voie ferrée pour déblayer les pierres et tout ce qui était issu des chantiers. Et tout ce matériel, en fait, a été récupéré pour créer une partie des nouveaux bassins portuaires et des quais, surtout, qui ont été amplement gagnés sur la mer. Aujourd'hui, vous voyez encore l'emprise du chantier au niveau de la butte des Carmes, donc avec ces grands murs de soutènement, avec la vieille ville d'un côté, donc on le voit bien ici, avec la rue de la République, les docks sont par là, le vieux port est ici. Cette rue de la République, c'est devenu l'emblème de l'artère haussmannienne de Marseille, avec de très beaux immeubles qui ont été bâtis de part et d'autre, de très beaux commerces. On avait vraiment un centre-ville très bourgeois en ce début de XXe siècle, comme on le voit là. Un centre-ville où on trouvait de très beaux commerces. On avait une centralité, c'est-à-dire qu'on descendait en ville pour trouver certains articles qu'on ne trouvait pas dans les épiceries de quartier. On fréquentait les beaux cafés, les théâtres, qui étaient très nombreux sur la Canebière, qui était vraiment l'épicentre du loisir marseillais. Ceci dit,
au-delà de l'urbanisation du centre-ville et des destructions opérées dans le centre-ville, c'est tout le périmètre autour qui va véritablement se développer. Alors là, vous avez une vue qui est assez inédite, puisque je ne l'ai jamais présentée ni sur les réseaux, ni en conférence. En fait, je l'ai trouvée dans le cadre de mon travail, de mon activité professionnelle pour un des promoteurs pour lequel je travaille qui construit dans cette zone-là. Et c'est vraiment quelque chose d'assez magique, parce qu'en fait, donc on se trouve ici, au niveau de l'avenue Capitaine Jazz. Là, on a tout le quartier des Crottes, avec la gare, donc les gares, les voies de chemin de fer, et donc là, le port est ici. Alors pourquoi je vous montre cette vue? Cette vue du ciel qui est issue de la photothèque de l'Institut national de géographie, l'Institut de géographie nationale. Donc on voit en fait que ces quartiers nord, ils vont énormément s'industrialiser au cours du 19e et du 20e siècle. Donc là où auparavant on trouvait encore des campagnes, des bastides, on va subséquemment à l'ouverture des bassins portuaires qui vont drainer donc des nouvelles voies ferrées et aussi une opportunité pour les commerçants. Donc on va récupérer des terrains agricoles et on va implanter des industries. Donc ici, dans ce quartier-là, on avait par exemple les anciens chantiers navals. Alors ça vous parlera plus si je vous dis qu'ici, c'est les puces aujourd'hui. Les puces des Arts navaux. Voilà, peut-être parce que GES, peut-être ça ne parlait pas, mais les puces des Arts navaux, avec notamment les abattoirs qui sont connus comme les Halles Slimani aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on avait des chantiers navals qui était ici. Le quartier, tous ces quartiers-là font partie aujourd'hui de la zone Euroméditerranée 2. Donc le nouveau plan d'aménagement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des noyaux villageois, donc ici c'est le noyau villageois de la Cabucelle, qui vont se créer subséquemment à l'industrialisation du quartier. Donc on a des ouvriers qui travaillent ici. Et ici, on se trouve originellement dans le quartier des Crottes. Ce quartier des Crottes, il allait grosso modo de la porte d'Aix jusqu'au nord de la Cabucelle. Et puis, il va y avoir énormément de gens qui vont vouloir habiter, des ouvriers qui vont vouloir habiter à côté de leur lieu de travail, ce qui va donner naissance à de nouvelles paroisses, et donc à de nouveaux quartiers, en l'occurrence la Cabucelle et Saint-Lazare, qui initialement étaient regroupés dans la paroisse des Crottes, vont être dissociés et vont devenir des paroisses à part entière. Alors, au nord, ça s'étend au niveau industriel, mais au sud, on s'étend aussi de manière industrielle. Parce que si les industriels ont bien compris qu'il était intéressant de s'installer près du port, parce qu'on avait accès rapidement aux matières premières et puis on pouvait les réexpédier tout aussi rapidement, au sud, grâce à l'ouverture de voies de circulation de la gare de fret du Prado, donc pour vous situer, premier Prado, alors attendez, oui, premier Prado, deuxième Prado, la gare de fret est par là, là on a le parc Borelli, et donc du coup le quartier Saint-Ginier dont je vous parlais tout à l'heure, qui était une zone agricole, mais qui est aussi une zone qui va se transformer, où on a énormément d'usines qui vont pouvoir s'installer. Alors, je vois des gens prendre des photos, je vous mets à l'aise de suite. Tout ça est consultable gratuitement sur le site Remonter le temps, donc de l'IGN. Vous avez accès à toutes les vues de Marseille et je vous conseille vraiment d'aller faire un saut dessus parce que vous verrez, vous avez des vues par quartier qui sont assez majestueuses. Et vous pourrez d'ailleurs, comme ça a été mon cas, retrouver votre maison, si elle est assez ancienne. Quoique même récente, puisque les vues IGN vont jusqu'à 2011 en accès libre. Voilà. Et on commence en 1919 pour les plus anciennes. Donc on a eu au sud une urbanisation qui se fait, et une urbanisation qui est certes assez riche, puisqu'on a de beaux hôtels particuliers qui se créent, mais on a aussi des usines. Et donc il faut bien garder à l'idée, par exemple, qu'on a là encore des nouveaux quartiers qui vont se créer, dédiés justement à l'industrie. Des quartiers qui aujourd'hui, vous vous dites, c'est pas possible, c'est des quartiers assez bourgeois. Par exemple, le quartier Sainte-Anne. Le quartier Sainte-Anne, c'est une création du milieu du 19e, qu'on a créé à partir d'un conglomérat d'usines, où il y avait des huileries, des savonneries. D'ailleurs, si vous regardez dans la toponymie locale, le boulevard de la Fabrique, en fait, porte ce nom parce qu'il y avait une énorme fabrique de savon qui était implantée à cet endroit-là. Et donc, on a une zone qui est ouvrière avant tout. Certains ont connu, il y avait l'usine Chambourcy qui était implantée là-bas, avec énormément d'Italiens qui ont contribué à construire ce quartier, d'Arméniens également qui se sont implantés. Et ce n'est que
dans les années 70, qu'il y a eu un embourgeoisement des populations locales et des habitats avec une montée du foncier, en l'occurrence grâce au cadre de vie qui était agréable, et que ça s'est transformé en quartier bourgeois. Mais jusqu'aux années 60-70, le quartier Sainte-Anne, c'était encore un quartier qui était ouvrier, avec des usines qui progressivement ont fermé et ont laissé la place donc à la construction de logements. Alors, donc Marseille, la nouveauté au début du XXe siècle, et même au XIXe, c'est grâce à l'ouverture du port, elle ne s'organise plus autour de son vieux port. Vous vous rappelez, au début, on était sur une toute petite emprise ici, donc la vieille ville, puis après une emprise comme ça, et puis après on a poussé. Et donc aujourd'hui, au début du XXe siècle, on a, et dès le milieu du XIXe, des zones de peuplement qui se développent avec des zones d'activité, notamment la zone de la Joliette, mais également la zone du Rouet, avec la gare de fret. Et donc, véritablement, on a une ville qui ne tourne plus autour de son vieux port. Au XIXe, au cours du Second Empire, Marseille est une ville qui va également s'embellir et se doter de très beaux bâtiments qui font aujourd'hui encore la fierté de la ville. Alors, donc on va en citer quelques-uns pour vous donner un petit échantillon. Donc, le Palais de la Bourse, qui a été achevé en 1860, qui se trouve sur la Canebière. Le Palais de Justice, qui a été achevé en 1862, donc qui est l'œuvre de l'architecte Auguste Martin, qui était l'architecte du département. La Chambre de commerce, c'est l'œuvre de Xavier Paul Coste, qui avait aussi bâti les fontaines, notamment celle qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Joliette. La préfecture, qui a été achevée en 1866, qui, pour info, est le deuxième chantier le plus cher du Second Empire à Marseille. Le premier, c'est la cathédrale, la Major. Le troisième, ce sont les docks de la Joliette. Et donc, entre les deux, on a la préfecture qui, initialement, avait été aussi dessinée par Auguste Martin. Le Palais Longchamp, qui est donc l'œuvre de Henri-Jacques Espérandieu, inspiré par les plans de Auguste Bartholdi, donc l'architecte alsacien qui a conçu la Statue de la Liberté à New York. Le Palais du Pharaon, qui a été financé sur la cassette personnelle de l'empereur Napoléon III, il n'y a jamais vécu. La ville lui avait offert le terrain pour le remercier justement, en gros, de tout ce qu'il avait facilité pour l'aménagement du port. L'empereur n'y a jamais vécu et finalement, au terme d'une procédure, la ville demandait la propriété, alors que ça appartenait à la famille de l'empereur, et finalement l'impératrice récupérera la propriété, l'impératrice Eugénie, et en fera don à la ville. Ça sera transformé en hôpital, notamment pour les colériques au cours de l'épidémie de choléra de 1884-1885, et à partir de 1893 en hôpital et en école de médecine, jusqu'à l'ouverture de la Timone. Dans les années 56, ça a été le déménagement. Au-delà des bâtiments publics que je vous ai montrés, c'est aussi un siècle où on s'ancre sur le religieux, avec l'ouverture de la construction de la basilique Notre-Dame de la Garde, donc entre 1853 et 1897. L'ouverture de la cathédrale de la Major en 1893, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le bassin de la Joliette se trouve au pied de la cathédrale. Donc pareil, la basilique comme la Major, donc la basilique Henri-Jacques Espérandieu, la Major, c'était d'abord Léon Vaudoyer, Vaudoyer, oui c'est ça, Léon Vaudoyer, ensuite il est mort, Henri-Jacques Espérandieu, il est mort, et ensuite c'est Henri Revoil qui a repris le chantier en 1974 à la mort de Espérandieu. Le temple protestant de Marseille, qui a été fait par l'architecte Robert Pinchot en 1825, il a été ouvert, qui se trouvait rue Grignan. Alors cette rue Grignan, elle avait une particularité, elle était considérée comme emblématique de ce qui se faisait à Marseille en termes de creuser des cultures. Alors vous allez me dire pourquoi ? Eh bien parce que dans cette rue, au début du 19e, on trouvait à la fois une synagogue, un temple protestant et une église. Et donc elle était surnommée la rue de la Tolérance. Alors c'est une jolie histoire. On pourrait croire que Marseille est une ville super accueillante, ouverte aux cosmopolites, où toutes les religions cohabitaient. Et puis ça, c'est dans le monde des bisounours, parce que la réalité, elle était que si chacun avait une place, parce qu'en fait, il se l'était faite, puisque le temple protestant, comme la synagogue, avait été financé par des particuliers, en grande partie. Cette
ça cachait quand même une certaine rigidité vis-à-vis de l'étranger. Alors, juste un mot avant de vous parler de ça. L'autre réalisation religieuse monumentale du 19e, c'est la grande synagogue de Marseille, pardon, qui se trouve rue Breteuil, qui a été achevée en 1864, qui, véritablement, a été construite aussi dans les mêmes codes romano-byzantins que les cathédrales. Alors, pourquoi c'est intéressant de confronter ces différents lieux de culte? Parce que Marseille, en fait, était une ville donc très fermée, très réservée aux catholiques jusqu'à la Révolution. Puis, déjà au début du XVIIIe, il y avait des communautés non catholiques qui s'étaient installées dans la ville. Ils n'étaient pas nombreux, donc la ville fermait un peu les yeux là-dessus. Les Juifs avaient par exemple un cimetière du côté du Rouet, qu'ils avaient développé eux-mêmes, hein, donc voilà, il n'y avait pas d'intrusion, puis ils n'étaient pas nombreux. La Révolution arrive et en fait on libère, c'est la liberté de culte. Et donc là va arriver dans la ville une certaine tolérance avec des négociants qui vont venir d'un peu partout, des particuliers qui vont qui vont s'installer dans la ville, originaires du bassin méditerranéen, souvent chassés par les massacres. C'est le cas, par exemple, des Grecs de l'île de Chios, qui sont arrivés à Marseille suite au massacre qui les a concernés, et qui ont, pour certains, développé des maisons de commerce assez importantes. Donc on avait des négociants qui étaient vraiment, si on s'intéresse aux négociants particuliers, des familles de négociants qui avaient vraiment des origines très variées. Au niveau de la population, on est, comme je vous l'ai dit au tout début, sur une grande quantité d'Italiens qui viennent s'installer à Marseille et une communauté italienne qui est complètement rejetée à la fin du 19e. D'abord parce qu'ils sont pauvres, hein, très clairement. Ce sont des gens qui viennent dans la ville parce qu'ils crevaient la faim dans leur pays. Ils viennent, ils acceptent le travail qu'on leur propose, ce sont des travailleurs, ils acceptent le travail qu'on leur propose à des salaires où ils sont souvent exploités, ce qui fait que les Marseillais les accusent souvent de faire baisser le coût de la main-d'œuvre. Donc ça crée des tensions entre les Marseillais et les Italiens, des tensions assez violentes. On les accuse aussi, comme dans beaucoup de cas, d'être à l'origine de trafic, d'être vraiment, on va dire, à l'origine de tous les maux d'insécurité de la ville. Et on dit des Italiens, en gros, qui sont la lie de Marseille, et les Marseillais, pour beaucoup, sont très racistes, ils veulent plus d'Italiens dans la ville, ils veulent les rejeter. Vraiment, ça va s'incarner dans l'épisode des Vêpres siciliennes, où on va avoir une véritable chasse à l'homme qui va être organisée dans la ville, ou à la fin du 19e, où on va avoir des massacres d'Italiens. Voilà. Clairement, Marseille, c'est une ville qui attire énormément d'étrangers de par sa position de port, mais des étrangers qui mettent du temps à faire leur place. Alors aujourd'hui, si on regarde la population de Marseille, je suis sûre que si je vous demande qui est d'origine italienne dans cette salle, je vais avoir la moitié de la salle qui va lever la main, parce que forcément, 1/5 de la population à la veille de la Première Guerre mondiale, aujourd'hui l'origine italienne, c'est très répandu. Et pour autant, on a véritablement une population qui a beaucoup souffert de fermeture. Et alors, je m'étendrai pas plus sur ces phénomènes-là, on pourrait y revenir après, mais en attendant, on a quand même une population qui est très variée à Marseille, où on a donc une liberté de culte qui se voit au niveau de l'urbanisme, mais aussi des quartiers, avec une sectorisation, et en l'occurrence, les quartiers du port, dont je vais vous parler tout à l'heure, étaient en grande majorité des quartiers italiens, à tel point qu'on appelait les vieux quartiers la petite Naples. Au XXe siècle, on y arrive, ça va être le siècle du progrès. Marseille va continuer à s'étendre, à intégrer des quartiers à l'intérieur de son périmètre, à accueillir des populations venues du monde entier. Les Arméniens qui vont se réfugier, qui vont venir à partir de 1922 en masse, suite au génocide de 1915, donc ils sont arrivés dans les années 20, à partir de 22 à Marseille. Puis des populations espagnoles qui fuient la guerre civile. Mais au-delà de ça, on a quand même une ville qui souffre de poches de pauvreté, de problèmes, notamment au niveau hospitalier. On est sous-équipé au niveau hospitalier. Il y a pas mal de problèmes, mais il y a aussi des choses remarquables qui ont été faites. Le pont Transborder, qui a été ouvert en 1905. Alors, il sera détruit, le pilier nord en 1944 par les Allemands, il sera dynamité, et le reste du pont sera détruit par les mines françaises
après la Libération, parce qu'on ne pouvait pas le reconstruire, ça coûtait trop cher. Donc l'idée du pont transborder, c'était cette petite nacelle. Donc il y avait un tablier coulissant, si vous préférez. Donc on embarquait sur la nacelle ici, et en un peu plus d'une minute, on traversait le port. La nacelle coulissait donc sur ce fil. Ici, vous aviez un petit restaurant assez sympathique avec une vue panoramique. Et le jeu des jeunes Marseillais des vieux quartiers, c'était de sauter du transborder. Il y a des photos qui ont été prises, c'était assez impressionnant parce que c'est quand même assez haut, hein, comme vous pouvez le voir. Le canal du Fort Saint-Jean, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être couvert à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1938, et qui va laisser la place à on va dire, une route, donc l'avenue Vaudoyer, que vous empruntez encore aujourd'hui. Alors si ça a été couvert, c'est pour les mêmes raisons que le canal de la Douane a été couvert, c'est-à-dire qu'on l'a accusé de nuisance. Les Marseillais ayant une fâcheuse habitude qui n'a absolument pas cessé de jeter beaucoup de choses à la mer pour s'en débarrasser. Et en l'occurrence, il y avait un envasement très régulier. Ça demandait énormément d'entretien, énormément de frais. On est à une époque où la ville s'est déjà lourdement endettée pour construire notamment les infrastructures. Mais pour info, la ville paiera pendant plus de 100 ans les traites du canal de Marseille, de la construction du canal de Marseille. Donc elle a commencé à payer en 1839. Donc jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et voire même après, elle a payé des traites pour la création de ce canal. On va s'équiper aussi en lieu pour les commerçants. Un marché de gros, la Criée aux Poissons. C'était un marché de gros qui a ouvert en 1909, qui se trouvait sur le Vieux-Port, et qui ensuite a été délocalisé en 1976 à Somatier. Ok, je ne pouvais pas vous parler du stade, parce que alors, franchement, on serait venu me voir à la fin en me disant « Madame Ezia, pourquoi vous n'avez pas parlé du stade ?» Donc ben voilà, je parle du stade. Donc voilà, quand même, la merveille. Cette merveille art déco, quand même, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, inauguré en 1937, c'était un vélodrome dans le quartier donc en face de Saint-Ginier, donc sur le deuxième sur Michelet, pardon, qui avait été ouvert lui en 1890, cet axe. Et donc, on a un stade qui peut accueillir des manifestations, alors d'abord de vélo, comme son nom l'indique, vélodrome. Puis après, on va mettre des pistes d'athlétisme et ça sera développé et ça sera transformé finalement en stade de football qui deviendra petit à petit le QG de l'OM. Au XXe siècle, la ville va être marquée par un phénomène de renouveau urbain. On avait déjà eu le creusement de la rue de la République, qui se trouve ici donc en 62-64 avec le lotissement tout autour, donc la création de cette artère haussmannienne. Mais la ville va vouloir aller plus loin. On voulait complètement raser les vieux quartiers de la ville. Donc tout ce qui constituait la vieille ville que je vous ai montré tout à l'heure au XVIe siècle. C'était des coins où il y avait des vieux hôtels particuliers avec des immeubles, comme je vous ai montré. Donc c'était très mélangé, très hétéroclite au niveau de l'architecture, mais c'était des ensembles qui étaient quand même assez jolis. Et donc en 1912, la ville va s'attaquer à une première partie, qui est ce qu'on appelle le quartier derrière la Bourse, le quartier de la Bourse, le quartier derrière la Bourse. Voilà à quoi il ressemblait. Donc des petites rues, à l'image toujours, hein, vous voyez, assez étroites, avec quand même des belles constructions par endroits, des hôtels particuliers. Un quartier qui était quand même vétuste. Et l'idée de la municipalité, c'était de tout raser, pour reconstruire à la place un nouveau quartier plus aéré, plus chic en centre-ville, et surtout un quartier où il n'y aurait pas tous les immigrés qui vivaient à cet endroit-là, puisque c'était essentiellement un quartier populaire. Forcément, vous voyez bien l'état des habitations, ce n'étaient pas les riches bourgeois négociants qui allaient vivre ici. Les riches bourgeois négociants, ils étaient plutôt du côté de la rue Stanislas-Thorens, la rue Paradis, du côté de la préfecture. La préfecture avait été pendant longtemps un quartier très très bourgeois. Encore aujourd'hui, si vous regardez au niveau de l'architecture des immeubles et des appartements, vous verrez que c'est magnifique. Place Félix Barré, les immeubles qui bordent, c'est juste sublime. Et donc, du coup, on a ce vieux quartier où on a des populations donc, étrangères, qui vivent, population pauvre, et dans des immeubles qui sont vétustes. Et donc la ville va se servir de cet argument en disant « c'est vieux, ça nécessite trop de travail, c'est pas entretenu par les propriétaires, on rase ». Et c'est ce qui va se passer entre 1912 et 1937, où on a 4 hectares de terrain qui vont être rasés. Donc là, on est au niveau de la poste Colbert, la rue Henri Barbus, là où se trouve aujourd'hui le jardin de Vestiges. Ce qui va se passer, c'est que donc on a, à la fin du dégagement, un espace libre sur lequel finalement on ne se décide pas à reconstruire.
On ne décide pas reconstruire et on le transforme en jardin, le jardin Henri Tasso. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est assez joli. Et on ne décide pas reconstruire, d'autant qu'en 1939, en janvier 1939, suite à l'incendie des Nouvelles Galeries qui a eu lieu sur la Canebière en octobre 1938, la ville est mise sous tutelle de l'État. C'est le préfet qui devient le maire de Marseille, si vous préférez, qui se substitue au maire de Marseille. Et donc, il n'y a vraiment rien qui est décidé, puisque en fait, la ville avait été taxée d'être tellement corrompue qu'on ne pouvait pas la laisser dans cet état. Donc l'État s'est servi en fait de cet argument pour prendre le contrôle politique de Marseille. Et donc du coup, on ne décide rien. La Seconde Guerre mondiale arrive, et forcément, il n'y a rien qui est décidé. Et finalement, il faudra attendre 1958, avec la construction des 3 tours La Bourdette que vous voyez ici, pour que le site soit un peu réurbanisé. C'est-à-dire qu'avant, ça servait de parking, de place de foire, de cirque. Et 1967 pour que les travaux du Centre-Bourse soient lancés. Sauf que quand on commence les travaux du Centre-Bourse, très vite, on tombe sur un os qu'on avait déjà découvert en 1912, des vestiges antiques. Sauf qu'en 1912, la municipalité avait dit on recouvre. Et donc du coup, même cause, même conséquence, on recreuse, on retombe sur les trucs qu'on avait enterrés. Sauf que là, on a une période où on ne laisse pas des vestiges d'une telle importance, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de colossal. On est sur les vestiges du port antique, sur une nécropole grecque, donc sur des vestiges de premier ordre qui témoignent de la vie à Marseille et de l'architecture de la ville et de l'urbanisation de la ville sous l'Antiquité. Donc un bras de fer va s'engager entre la mairie, Gaston Defferre, qui lui dit non, on s'en fout, on détruit, on construit, parce que lui, il est monomaniaque sur son centre commercial. Il veut mettre un centre commercial en ville. Il faut redynamiser le centre-ville. C'est son mot d'ordre. Coûte que coûte, les vestiges, ça ne l'intéresse pas. Sauf qu'il y a André Malraux qui intervient, le ministre de la Culture, et qui dit non mais ça ne va pas se passer comme ça. Il y a un gros bras de fer. Des archéologues sont dépêchés sur le site. Énormément de gens qui vont participer au chantier, qui vont mettre à jour tout ça. Et finalement, un compromis est trouvé. La nécropole qui se trouve ici va être recouverte. On va construire le centre-bourse dessus. Donc, quand le centre-bourse, dans des décennies, voire des siècles, disparaîtra, dessous, ils retrouveront à nouveau la nécropole. En espérant qu'il y ait un historien qui leur dise attention, il y a des trucs dessous. Et ici, on va laisser libre. On va créer ce qu'on appelle le jardin des vestiges, avec le musée d'histoire qui se trouve d'ailleurs toujours ici au rez-de-chaussée. Le jardin des vestiges a été totalement réaménagé récemment, et je vous invite vraiment à y aller parce que c'est vraiment très très joli et c'est très bien expliqué à l'intérieur du musée comment la ville antique était organisée. L'autre chantier, parce que de taille, qui va s'imposer à Marseille, c'est les chantiers du port. Alors, la ville avait déjà dans l'idée de détruire ces quartiers-là, qui étaient considérés comme des vieux quartiers. On reste toujours dans cette logique de renouveau. Donc on commence par le quartier derrière la Bourse, et puis en 1941, on fait travailler un ingénieur, Eugène Baudouin, sur un nouveau plan urbain, avec la ferme intention de la ville de détruire ces quartiers. Sauf qu'à Marseille, on est sous un état de droit français. Quand on détruit, il faut indemniser les propriétaires, il faut reloger les habitants qu'on expulse. Et donc tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Le chantier derrière la Bourse a déjà coûté cher à la municipalité. Pour info, beaucoup des gens qui habitaient le quartier derrière la Bourse ont été relogés du côté de Saint-Loup, notamment si vous connaissez la cité jardin, enfin la cité ouvrière de la Gardanne, qui se trouve à l'entrée de l'autoroute. Elle est toujours là. Elle est en train d'être vidée peu à peu, mais en tout cas, ça accueillait des expulsés de la zone derrière la Bourse. Dans le quartier Saint-Louis, on va construire ce qu'on appelait des HBM, habitations bon marché, pour loger ces populations. Et donc la ville réfléchit à faire pareil en ville. Sauf qu'il va y avoir un événement déclencheur qui va faciliter le travail. La guerre arrive, elle est déclarée. Les nazis passent la ligne de démarcation en 1942, prennent le contrôle de Marseille, qui, pour rappel, est toujours sous contrôle de l'État, toujours sous tutelle. Et les nazis ne veulent pas de ce quartier-là. Ils considèrent ça comme un lieu de gangstérisme. C'est là où se trouve le quartier réservé. Donc le quartier réservé, c'est là où étaient rassemblées les prostituées depuis 1890. Alors officiellement, parce qu'on trouvait des maisons closes du côté de la préfecture, mais c'était des maisons closes haut de gamme. Dans les vieux de quartier, on trouvait des maisons de closes bas de gamme pour les marins de passage. Enfin, voilà, les prostitutions de bas étage, c'était dans ce quartier-là. Beaucoup de trafic
beaucoup de choses qu'on trouve dans des quartiers portuaires, rien d'inhabituel. Et on trouve là encore beaucoup de populations pauvres, beaucoup de populations étrangères, beaucoup de populations que la ville ne veut plus voir en centre-ville, que les bourgeois ne veulent plus voir en centre-ville. Alors, les nazis vont arriver avec un plan, celui de dire on va dynamiter tous les quartiers du port, on va les supprimer. Ils vont se réunir avec le préfet, avec des autorités, et la France va dire ok. Ben, quelque part, ça arrange tout le monde, parce que ce quartier, on voulait déjà le détruire avant-guerre. Donc, du coup, là, c'est les nazis, c'est pas nous, c'est pas la France. Ça coûte rien parce que les nazis ils vont pas reloger les gens, ils vont pas les indemniser à prime abord. Donc ok. Et donc ce qui va se passer, c'est que dans le cadre d'une opération, qui va commencer en janvier 43, il va se passer quoi? Il va se passer une rafle d'abord en janvier 43, du 23 au 24 janvier 43. On célébrera les 80 ans donc cette année. Et j'en profite pour vous dire que le 12 janvier, on fera une table ronde où on expliquera qu'est-ce qui s'est passé exactement en détail sur cette rafle et où un rescapé de cette rafle viendra témoigner de ce que sa famille a vécu, de ce que lui-même a vécu, parce que ça a été quand même assez emblématique de ce qui s'est passé sous le contrôle nazi dans la ville et de l'intervention aussi du régime français. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai appris récemment, les autorités en fait, françaises ont négocié avec les nazis. Les nazis, au début, ils voulaient se cantonner à une rafle dans ce quartier-là, un quartier qui a été détruit. Ils voulaient tout détruire. Et ils voulaient un peu plus, ils voulaient même élargir un peu le périmètre. Les Français ont réussi à limiter ce périmètre-là en échange de quoi? Eh bien, tout simplement en échange de vie humaine. Ils ont dit, OK, vous détruisez moins et nous, on vous aidera à aller rafler des juifs dans toute la ville. Alors qu'à la base, ça devait être cantonné au quartier du port. Et c'est comme ça qu'en fait la rafle de 43 a touché l'intégralité de la ville de Marseille et où de nombreuses personnes juives ont été déportées parce que des locaux marseillais ont troqué des vies humaines contre des bâtiments. Je vous laisse bien imaginer des immeubles de rapport notamment. Ce qui se passe, donc, c'est que la police française va envoyer 12 à 15 000 hommes. Les chiffres sont en cours de... il y a une étudiante qui travaille dessus pour les finaliser. 12 à 15 000 hommes, gendarmes, militaires français sont envoyés sur site. Donc on rafle tous les indésirables, qu'on enverra via la gare d'Arin qui est de Drancy dans les camps de la mort, dont aucun, sur les 798 personnes qui ont été raflées en janvier 43, il n'y en a aucune qui est revenue. On envoie aussi des jeunes au STO, service du travail obligatoire aussi, et on vide le quartier. En une nuit, on vide tout ça, les gendarmes font le vide, ils rendent les clés du quartier, alors on laisse les gens revenir 48 heures après en leur disant vous prenez ce que vous pouvez, donc vous imaginez bien que déménager en 24 heures, même pas en 12 heures, on leur a dit vous prenez ce que vous pouvez, ils sont revenus dans des appartements qui avaient été souvent pillés. Petit aparté, les nazis voulaient détruire le quartier réservé et les gangsters. Quand l'armée française est arrivée, il n'y avait plus tout ce beau monde, avait déjà pris ses clics et ses claques depuis longtemps. Ils avaient été prévenus, ils avaient des relations très étroites avec certaines autorités. Et du coup, ils étaient partis. Donc vraiment, les gens qui ont été victimes de cette destruction sont avant tout des familles populaires. Et beaucoup de résistants, puisque du coup, on accusait aussi ce quartier d'être un lieu où on pouvait cacher des résistants parce que c'était des rues étroites et pentues, où il y avait beaucoup de boyaux, et donc du coup on pouvait facilement échapper, quand on connaissait les lieux, aux autorités qui vous poursuivaient. Et donc, en février 1943, les premiers dynamitages vont être opérés par les nazis et vont aboutir donc à la destruction des 14 hectares du port, avec, comme vous le savez, 6 monuments qui vont être préservés. L'hôtel de ville, hôtel de ville, maison diamantée, hôtel de Cabre, qui est ici, consigne sanitaire, qui est là, et l'église Saint-Laurent, qui est donc ici. Non, là, pardon, autant pour moi. Ici, elle est. Tout ça, ça va être abattu à la Libération, parce que finalement, ça n'aura pas résisté au dynamitage des quartiers antérieurs. Néanmoins, ça paraît quand même bizarre qu'on ait gardé cette ligne de bâtiment alors qu'on a détruit tout le reste. Vous tirerez vos propres conclusions. À la Libération, il va falloir tout reconstruire. On ne va pas laisser un trou béant dans la ville. Donc voilà à quoi ressemblait la trame urbaine, très resserrée, très disparate. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui, avec donc
une rue qui monte, la rue Casserie, et des rues qui sont toutes bâties, et qui, si vous regardez le plan de 41, ressemble étrangement à ce qui avait été prévu, avec des axes. Alors il y avait 2 axes longitudinaux qui avaient été prévus par le plan de 41, là on n'en a plus qu'un, puisqu'en fait, il était aussi prévu de détruire le quartier du Panier, mais ça, on l'a conservé, il est encore ici, et donc aujourd'hui, le seul vestige du vieux Marseille, antérieur finalement au XVIIIe siècle, vous les trouverez dans le quartier du Panier. Voilà à quoi ça ressemblait avant-après. Donc les immeubles du quai du Port versus les immeubles qui ont été achevés et qui sont l'œuvre de l'architecte Fernand Pouillon. Au-delà du port, on va aussi construire en dehors de la ville, puisqu'il y a eu de nombreuses destructions qui ont été réalisées dans la ville. Et ces destructions, en fait, elles ont privé de logement énormément de Marseillais. Donc on reconstruit. Et on choisit de reconstruire en hauteur pour la bonne et simple raison qu'on peut créer beaucoup plus de logements. C'est dans ce cadre que l'architecte Le Corbusier va créer sa cité radieuse, donc dans le quartier Sainte-Anne, pour le coup, sur les terrains de l'ancienne bastide de la Maguelone, qui existe toujours, dont le terrain avait été coupé en 2 par la création en 1890 du boulevard Michelet. Et donc c'est sur la partie qui avait été coupée de la propriété initiale qu'on va bâtir donc l'immeuble de la cité radieuse, alias la cité du Fada. On va également construire plus de 172 000 logements dans tout ce périmètre-là. Donc finalement, des espaces qui étaient essentiellement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de zones agricoles, beaucoup de zones, on va dire, d'îlots de peuplement qui n'étaient pas forcément raccordés au centre-ville, ou on avait développé, par exemple, beaucoup d'industries. C'est le cas, par exemple, du côté de Saint-Marcel, où dès le début du XXe siècle, on avait développé des industries, mais tout autour, dans les vallons à côté, il n'y avait pas grand-chose. Ou alors, c'était des habitats de petites maisons. Et donc là, on va commencer à construire des cités, des grandes cités comme des grandes cités qu'on appellerait aujourd'hui HLM, qui vont être développées. Et il y a un événement majeur qui va déclencher la création de grandes cités, c'est l'arrivée en 1962 de plus d'1 million de Français en métropole, des Français qui sont originaires d'Algérie, qui sont sommés de quitter le territoire algérien subséquemment à l'indépendance de ce territoire, qui avait été colonisé par la France entre 1830 et 1840. Et donc, ces Français rapatriés d'Algérie, 1 million arrivent en métropole, 450 000 arrivent à Marseille, par bateau essentiellement, mais aussi par avion, et 120 000 vont choisir de s'installer dans la ville. On est sur une population, dans les années 60, autour de 650 000, 700 000 habitants. Vous imaginez 120 000 habitants de plus qui se rajoutent, avec déjà des problèmes de logement qui existent déjà depuis le début du XXe siècle, parce qu'on a détruit beaucoup et qu'on n'a pas reconstruit en ville, donc ça a créé un déficit de logement. Ensuite, il y avait beaucoup de bidonvilles, notamment du côté de la gare Saint-Charles, du côté d'Arinque, du côté de, par exemple, là où on trouve aujourd'hui les 2 grandes tours CMA, CGM et la Marseillaise, un peu plus haut, on avait le plus grand enclos, donc le bidonville de Marseille, l'enclos Peyssonnel, avec c'était des bidonvilles, voilà, tout simplement. Tôle, briques, enfin, habitat de fortune. Donc on a déjà, quand les rapatriés arrivent, énormément de problèmes de logement. Et là, ils arrivent nombreux, parce que les familles de rapatriés sont souvent des familles avec beaucoup d'enfants. Et ça va créer donc des problèmes majeurs, et donc on va accélérer le rythme des constructions, on va lotir à tour de bras, ce qui va faire le bonheur des promoteurs locaux, on va construire beaucoup de cités sans beaucoup d'attrait, et on va surtout construire en périphérie du centre-ville, pour une raison simple. C'est que Defferre ne voulait pas voir il était fermement opposé au retour des rapatriés, il n'en voulait pas, il a même déclaré qu'il fallait les rejeter à la mer. Et donc il n'en voulait pas, et surtout il ne voulait pas les voir. Donc on les rejette à l'extérieur, dans ce qu'on appellerait la banlieue. Donc par exemple, la Rouguière à Saint-Marcel, qui a été construite pour la cité de la Rouguière, qui a été construite pour accueillir les rapatriés. Et surtout, on va beaucoup construire dans les quartiers nord pour les accueillir. Donc la ville récupère des bastides, et sur ces terrains bastidaires, qui étaient des nobles propriétés, on va construire des cités, la cité des Égalades par exemple, des cités HLM qui vont complètement défigurer le nord de Marseille. Le nord de Marseille qui était d'un côté industriel, mais le côté qui était près du port, le reste ça restait très verdoyant, va être complètement submergé de tours
barres de cités. Aujourd'hui, si vous allez sur les hauteurs, et je vous invite à y aller parce que la vue est vraiment jolie, au niveau de l'église Saint-Louis et du lycée Saint-Exupéry, si vous montez au niveau de l'esplanade, vous aurez une vue sur tous les quartiers nord. Allez aussi du côté de Grand Littoral, sur le parking Grand Littoral, vous regardez au bout, vous avez aussi une vue magnifique et vous verrez qu'on a des cités à perte de vue. Ça a été fait beaucoup pour une raison aussi politique, c'est qu'on était sur un électorat communiste, dans ce bastion qui était des bastions ouvriers, donc qui votaient majoritairement à gauche, d'extrême gauche, des communistes auxquels Defferre était opposé, et en gros, il est allé implanter là où lui, vous n'en voulez pas, mais les communistes étaient aussi opposés au retour des rapatriés, parce que pour eux, l'image du rapatrié français, c'était le colon qui avait fait suer le burnous. Comprenez, les Français qui étaient arrivés en terrain conquis, qui avaient exploité les locaux et qui avaient fait fortune. Donc ça, c'était la vision qu'avaient les communistes des rapatriés, une vision qui était plutôt biaisée, parce que quand on regarde la sociologie des rapatriés d'Algérie, on s'aperçoit qu'il y avait une minorité de riches colons, qui, eux, effectivement, avaient exploité des terres en Algérie, mais surtout, on avait une majorité de petits artisans, de petits commerçants, beaucoup d'immigrés italiens et espagnols qui avaient migré en Algérie et qui avaient été naturalisés français. Beaucoup aussi, alors une petite partie aussi de juifs d'Afrique du Nord qui avaient gagné la nationalité française grâce au décret Crémieux de 1870, puisque quand ils étaient en Algérie, ils n'avaient pas de statut, ils étaient considérés comme des dhimmis, comprenaient des sous-hommes qui n'avaient aucun droit. Et donc l'État en fait, français, quand elle a envahi la colonie algérienne, a donné aux Juifs un statut en leur proposant de devenir des citoyens français. Ce qu'ils ont accepté, parce que du coup, ça leur a donné un statut officiel et donc une nationalité, des droits, chose qu'ils n'avaient pas quand ils étaient à l'état de dhimmi, où ils étaient réduits à l'état d'infériorité par rapport aux musulmans présents. Donc on a cette population qui est finalement pas très riche, qui arrive à Marseille, qu'il faut loger, et c'est pour eux qu'on va beaucoup construire donc ces cités HLM, qui, pour le coup, font quand même des envieux, parce que ces cités HLM, elles vont être une marque de progrès. Dans beaucoup d'immeubles du centre-ville, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de sanitaire. Dans certains lieux, il n'y avait même pas l'eau courante. Dans ces HLM, on va doter ça, on va les doter de tout le confort moderne. On va souvent faire de très grands appartements avec de très belles superficies. Donc dans les années 60, même jusqu'au début des années 70, on va construire de très beaux immeubles. Au Merlan, par exemple, il y a des immeubles HLM qui ont vraiment de très belles qualités. Donc vous l'aurez compris, on a construit énormément de cités et on va continuer, puisque une fois que les rapatriés sont arrivés, ils se sont intégrés, la ville a continué à vivre. On a, dans les années 70, l'industrie qui a explosé, et donc les besoins en main-d'œuvre également, et on a fait venir énormément de populations maghrébines, nord-africaines, africaines, à Marseille pour travailler, qu'on va loger, et pour lequel on va construire donc des cités. Alors j'en ai choisi deux, la cité de la Castellane, et la cité Herbel, qui a été construite entre 71 et 73, où donc là on a aussi logé énormément de gens d'origines différentes, qui existent toujours, qui se trouvent dans le 11e. Donc avec l'évocation des cités, on arrive au terme de cette présentation sur l'histoire de Marseille au cours du XVIIe et du XXe siècle. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette histoire qui est très riche, très dense. Vous avez vu, j'ai choisi d'aborder le prisme urbanisme. On peut aussi aborder l'histoire politique, l'histoire économique, qui sont des facteurs qui expliquent aussi pourquoi la ville s'est développée. Donc au niveau économique, je l'ai quand même un peu abordé avec l'exemple du port qui a généré énormément de richesses dans la ville. Et du coup, ces richesses, on a créé de l'industrie, énormément d'industries qui ont contribué à alimenter Marseille, à faire un pôle d'attraction pour les migrants qui venaient y chercher du travail. Et puis finalement, dans les années 70, avec les deux chocs pétroliers qui ont entraîné des crises économiques majeures, les entreprises ont fermé pour beaucoup leurs portes. On a également donc le port qui a vu son activité chuter. Le port de Marseille s'est lui-même transformé. On a délocalisé à partir des années 50. On a commencé à créer le port de Fos, puis le port de La Vera dans les années 60 qui s'est développé. Et on a finalement laissé une petite activité sur Marseille. Mais du coup, avec les chocs économiques, la fermeture des usines et des entreprises, on a des quartiers comme le quartier de la Joliette, par exemple, qui sont devenus des véritables no man's land. Et finalement, à l'aube
du XXIe siècle, on avait vraiment un challenge urbain qui était à relever, c'est-à-dire que Marseille avait perdu énormément d'habitants aussi suite à ces crises économiques, parce qu'il n'y avait plus de travail, il y a eu beaucoup de chômage dans la ville dans les années 90, une paupérisation de la ville. Et donc le challenge qui a été relancé à partir des 95, c'est la zone d'Euroméditerranée, avec le premier plan qui a consisté à relancer tout l'urbanisme dans cette zone qui était devenue un no man's land, pour la transformer en ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement une zone de bureaux avec quand même des logements, mais aussi des musées, le Mucem, le FRAC. Et aujourd'hui, on pousse encore plus vers le nord avec, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le quartier des Crottes. Donc ça, c'est le challenge véritablement du XXIe siècle. On a aussi une nouvelle forme d'architecture qui se crée avec ces immeubles de grande hauteur. Donc la tour CMA-CGM, enfin j'ai envie de vous dire les 2 tours CMA-CGM, parce que la deuxième est en cours de construction, la tour La Marseillaise. Donc on a véritablement une skyline qui devrait se dessiner, qui a commencé à se dessiner, qui va encore pousser au cours des années qui vont venir, et véritablement une transformation de Marseille qui, à ce jour, reste quand même une terre d'accueil pour de nombreuses populations, une terre qui est multiculturelle, où on a autant de Marseillais que d'origines différentes, et c'est ce qui fait aujourd'hui, à mon sens, sa richesse. Je vous remercie et je vous laisse la parole pour éventuellement poser des questions.